Bonjour. Une fois de plus, je suis heureuse d'être avec vous pour passer l'heure qui s'en vient. Quand le passé se fait présent, la semaine dernière vous présentais deux artistes, deux amies, Madame Beauchemin, mère de 14 enfants, et Sœur Luce Scalabrini, qui est ici avec nous aujourd'hui. La semaine dernière, Sœur Luce nous a parlé un peu de sa jeunesse, dans une famille de 5 enfants dans les cantons de l'Est, de sa mère qui était une grande artiste, la musique, la poésie, la peinture. Sa sœur également était une artiste. Sœur Luce nous a parlé de son enfance privilégiée, de son travail auprès d'un père d'ascendance italienne, très ouvert, très communicatif et avec qui elle avait développé de grandes affinités. Sœur Luce a travaillé avec son père jusqu'à l'âge de 24 ans. Et puis c'était à ce moment-là, 24 ans, où la jeune fille voit plusieurs choix s'offrir à elle. Et puis que va-t-elle choisir? Elle va nous le raconter immédiatement. Oui, avec Sœur Luce, la petite fille, la petite jeune fille qui travaille avec son père. Jusqu'à 24 ans, vous aimiez ce travail-là? Beaucoup. Pour le faire aussi. Je l'aime encore aujourd'hui. Vous l'aimez encore? Oui, j'y pense souvent. Travaille dans un commerce, on le précise pour ceux qui n'auraient pas été là l'autre semaine. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe à 24 ans? Alors là, il fallait que je prenne une décision, parce qu'à 24 ans, on pense à l'avenir. Hein? Alors, je connaissant les Sœurs de l'Assomption avec papa, je suis venue ici et j'ai regardé vivre les sœurs, disons. Et puis, j'ai trouvé j'avais un attrait, disons. Alors, je me suis dit, pourquoi pas ne pas essayer? Puis, de connivence avec papa, eh bien, je lui ai fait part. Alors, il dit, pourquoi ne pas essayer? Mais je l'admire, ce père-là. Oui, vous deviez être un second. Vous deviez être quelqu'un qui le secondait merveilleusement. Oui. Et puis, il n'y a pas de réticence, là, il vous dit, va essayer. Non, il m'a dit, réfléchis bien. Oui. Mais, toutefois, il dit, il y a un noviciat. Oui, évidemment. Alors, on peut sortir. Oui, oui. Alors, je suis entrée. Mais avant d'entrer, Sœur Luce, aviez-vous une existence de jeune fille normale? Absolument. J'avais des amis, je sortais beaucoup. Puis j'accompagnais presque toujours mon père à des congrès. Nous sortions des fins de semaine, on allait au chalet. C'était une vie intéressante. La vie était pleine. Mm-hmm. On ne s'est jamais ennuyé. Alors, arrivée ici, comme religieuse, temporaire, c'était plus dur. Ça devait être plus dur. Le contraste a été très fort. J'imagine que oui. Mais vous êtes arrivé là, vous étiez sûr peut-être, pas encore tout à fait. Pas tout à fait. Vous veniez pour le noviciat, vous veniez Absolument. essayer. Dites-moi donc, avant d'aller plus loin, les Sœurs de l'Assomption, une toute petite histoire de leur fondation, là. Bien, d'abord, j'avais étudié, moi, chez les Sœurs d'Assomption. Ah, là, vous les aviez déjà je les avais côtoyées. Oui. Bon. Puis l'histoire des Sœurs d'Assomption est très intéressante. D'abord, la fondatrice, Mère Bourgeois, elle a fondé à 18 ans, puis elle est morte à 27 ans. Et avant de mourir, c'est une chose, moi, qui m'a frappée, j'étais postulante. Lorsqu'on lisait sa vie, on nous a lu sa vie, elle a mis les arts pour adoucir l'enseignement. Ah. Ça, c'est une phrase qui m'avait frappée beaucoup. On ne penserait pas dans une communauté il y a quelques... Ça m'a surprise énormément. Oui. Et j'ai conservé cette phrase-là longtemps. Je l'ai méditée. Puis je trouvais ça extraordinaire, une femme qui est morte à 27 ans, avoir pensé pour adoucir les mathématiques, les choses un petit peu plus arides, mettre les arts, la musique, la peinture. Alors, ça m'a plu beaucoup. Vous saviez que vous pourriez continuer dans des choses... J'avais la certitude que je pourrais continuer moi aussi dans la même veine. Et c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. Mais une jeune fille comme vous, de bonne famille, très bonne éducation, des ouvertures sur le monde... Qu'est-ce que c'est vraiment, là, après, c'est sûr, vous connaissiez la religieuse, vous avez fait votre postulat, le noviciat de 2 ans, j'imagine? Oui. Et puis là, pas de regret? Bien,
Pas de regrets, non, je n'en ai pas de regrets. Mais seulement, je me posais bien des points d'interrogation. Des hésitations un peu. Parce que j'avais connu une vie plutôt aisée en ce sens que j'étais très libre. Hein. Alors, dans un noviciat, puis même après, bien, il y a des normes à suivre qui sont parfois difficiles. Oui. Mais j'avais comme optique, disons, là, comme ambition plutôt, d'aller toujours plus loin. Et puis, je suis arrivée à mon but. Et vous continuez à monter encore. Oui. Et c'est ce que je désirais, oui. Et c'est ce qui est arrivé. Alors, les Sœurs de l'Assomption, vous êtes au noviciat, 2 ans de postulat. Comment ça s'est passé, votre prise d'habit, vos vœux? Bien, ça s'est passé assez bien, quoique je me suis bien ennuyée. De la famille? Ah, de la famille, puis... De tout. De tout, hein. Oui. C'était un détachement total. Mais on a toujours ce qu'on appelle la grâce d'État. Oui. J'y crois beaucoup. Mais le Seigneur est derrière tout ça. Alors, le Seigneur aidant, je suis passée à travers. Et pas de votre famille, c'est sûr que ça doit être un déchirement à un moment donné. Oui. Étiez-vous cloîtrée à cette époque? Non, pas complètement. L'avez-vous jamais été? Je ne sais pas. Non, je n'ai jamais été cloîtrée. Non, absolument pas. Alors là, vous rentrez dans une communauté dont... Enseignante. Oui. Alors, j'ai enseigné, mais pas longtemps. Les événements, c'est-à-dire, le bon Dieu a voulu que je partage la vie communautaire sur le plan artistique. Alors, je me suis lancée dans de ce côté-là, puis je n'en suis pas jamais sortie, puis je ne vais pas en sortir. Là, vous étiez jeune enseignante. Absolument. Et puis les arts faisaient partie des programmes. Oui, puis je prenais des cours d'art. Ah, vous avez toujours fait ça en toujours parallèle. Continué, oui. Alors, ça m'a aidé beaucoup. Et puis, à un moment donné, bien, la communauté a décidé de me faire étudier les arts. Je suis allée à Montréal. Puis, au lieu d'aller étudier aux Beaux-Arts, je suis allée à l'École des arts appliqués, qui était la même chose, parce que moi, je voulais m'exprimer par l'art du feu. Alors, c'est la seule place où ils donnaient des cours des mots sur cuivre. Mais ça n'était pas le plus facile des arts à pratiquer. Mais j'ai jamais aimé des choses faciles. J'aime lutter. Vous aimez avoir un but plus haut que Absolument, vous, oui. Et vous étiez relativement jeune quand vous avez étudié. Bien, oui. Et puis, j'ai bien aimé mon temps d'études. Mais dans ces années-là, Sœur Luce, vous avez dû sortir de communauté? Oui. Et puis, je vivais à Montréal, chez les Sœurs du Bon Conseil, qui était tout près de l'école où j'allais. Et puis, c'est là que j'ai commencé avec Louis Parent, le sculpteur, à apprendre à étudier la couleur, enfin, le début des Beaux-Arts. Et puis, après, eh bien, j'ai commencé avec M. Bergeron, un professeur chevronné là, en émail, et puis c'est lui qui m'a dirigée. Les émaux sur cuivre, comment ça se fait, comment ça se crée? C'est brutal, je dirais. C'est brutal? Oui. Vous n'avez pas l'air d'une religieuse, d'une femme brutale? Peut-être pas, mais à l'intérieur... c'est plus difficile, là. Vous voulez conquérir un sommet? Peut-être. La vie, c'est ça. C'est ça, la vie. Oui, oui. C'est peut-être pas nécessaire de choisir la brutalité à tout coup. Non, c'est brutal en ce sens. C'est des choses qui sont difficiles à passer, mais il faut le passer, il faut le faire. C'est sûr que si vous voyez un émail sur cuivre et une aquarelle, c'est toute une différence. Oui. Parce qu'avec l'émail, je travaille avec un métal qui est très rigide. Il faut que je le batte, il faut que je le lave, il faut que je le brosse. Tout de suite, c'est des difficultés qu'il faut que je passe pour arriver à avoir quelque chose de concret, disons. Je peux finir par avoir une plaque qui me donne une scène d'automne. Mais pour arriver là, il faut plusieurs étapes. Il faut prendre le métal à l'état brut, le travailler. Le travailler, le laver, le brutaliser même, le battre. Mais je verrais plus ça un métier d'homme. Absolument. Oui. Puis mon professeur, puis surtout le confrère de Saint-Exupéry,
il a toujours été surpris de voir que j'avais choisi cette façon de m'exprimer en art. Parce qu'il trouvait que j'étais fragile. Oui, c'est l'apparence que vous donnez en tout cas. Mais en dedans, non. Alors là, vous prenez le métal, vous le travaillez jusqu'à ce qu'il soit prêt à recevoir. Oui, à recevoir les poudres. Et c'est au moyen de poudre, c'est un sable teint qu'on fait venir du Mexique, la plupart du temps. C'est un sable teint sur place ou par vous-même? Non, on peut le teindre soi-même, mais je l'ai fait peut-être 2 ou 3 fois, parce que je trouvais que c'était du temps perdu. Quand on connaît la technique, c'est pas nécessaire de continuer à le faire. Je trouvais que c'est une perte de temps. Hein? Oui, si d'autres peuvent le faire à votre place. Alors, j'achetais les poudres prêtes. Alors, là, je faisais des mélanges comme on fait en peinture. Et où est la différence? La différence, c'est que on travaille avec une poudre, par exemple, de teinte dans les teintes de rouge et d'oranger. Mais ce n'est pas la même chose qu'en peinture. En peinture, on peut faire le mélange, on le voit tout de suite. Tandis que moi, il faut que je le passe à l'épreuve du feu. Oh, sœur Luce! C'est dur. Oui, ça doit être. Vous n'êtes pas sûre du résultat qui va en sortir? Jamais. Parce que le feu peut devenir plus intense. Alors, à ce moment-là, la couleur sera un peu différente de ce que je voulais, moi. Alors, il faut que je sois souple. Oui. Il faut que je compose autrement. Mais ça ne fait rien, on arrive on a un résultat quand même. Mais vous parlez du feu qui pourrait être d'une intensité différente. De 2000. Avez-vous dans quelle espèce de fourneau cuisez-vous? C'est un four spécial que j'ai qui monte à 2000 degrés. Et puis, moi, je ne veux pas travailler avec un four lent, disons. Lent, j'entends 1200, par exemple. Oui. Ça me donne quelque chose que je trouve qu'il n'y a pas de profondeur dans la couleur. Tandis que si je monte le four à 2000 et je mets ma plaque au four, là, elle ressort, puis elle est tout à fait différente. Elle doit être éblouissante, une réaction très rapide. Oui, ça va que c'est une chose très difficile au tout début. Et après, ça vient seul. Mais vous m'avez dit que vous recommenciez des fois des... J'en ai même cassé plusieurs fois, oui. Je mettais sur une plaque de métal, je la cassais et je la reprenais. Mais jamais, je ne me souviens pas d'avoir laissé une plaque de métal de côté parce que je ne l'aimais pas. Ah non, vous l'avez récupérée? Oui, toujours. Et c'est souvent là qu'on réussit le mieux. Oui, peut-être. D'une difficulté à l'autre, on vient qu'à les vaincre. Oui. Oui, et puis il y a une espèce de lutte qui s'instaure entre vous et la matière, j'imagine. Mais vos sujets des mots sur cuivre, j'en ai vu qui représentent... c'est la nature, ce sont les arbres. Je ne peux pas dire que... C'est brutal un peu, vos sujets sur les mots sur cuivre. Oui, mais il faut aussi. La vie est brutale quelquefois. Et puis, je vais vous donner juste un exemple. Je vais revenir à mon enfance. Lorsque j'avais, par exemple, disons, 4-5 ans, Rita un peu plus jeune, eh bien, maman, très souvent, disait, « Mon mari, si tu veux, on va aller voir un beau coucher de soleil au bord de la rivière. » Alors, il nous mettait sur la clôture, là, et puis, on s'assoyait, puis on écoutait, maman nous disait, « Regardez le soleil, les couleurs. » Puis, tu sais, elle nous faisait écouter d'abord le chant de la rivière, le chant d'un oiseau, le coucher de soleil, le soleil qui descend dans l'eau. Alors, ça, c'est tout jeune qu'on était comme ça. Alors ça reste en nous. Effectivement. On ne peut pas s'en départir. Et ça, je dirais que c'est ta vie. Et dans vos émaux que j'ai eu le plaisir d'admirer, vous en avez des couchers de soleil? Oui. Vous avez aussi des fleuves assez tourmentés? Oui, puis j'ai beaucoup d'arbres. Beaucoup d'arbres. L'arbre est très important pour vous, je pense. Moi, je trouve qu'un arbre, c'est fort. Les racines sont profondes. Hein? Il prend du temps à monter, à devenir adulte, disons. Mais comme il est beau. Et c'est tout ça. Avez-vous d'autres sujets que vous reproduisez sur les mots? Oui, les natures mortes, par exemple. Ça m'est arrivé assez souvent. D'ailleurs, à l'école, nous étions obligés de... Ah oui, il y avait les... Oui, on nous imposait un sujet. Oui.
Mais j'étais pas disciplinée tellement. Ah, Non. j'aurais cru. Non. Donc vous y alliez comme tout artiste selon l'intuition du Oui. moment peut-être? Pour moi, on me demandait naturellement, par exemple, il ne fallait pas que ça soit, qu'on dise, mais ça c'est une orange, c'est une... non, non. C'est une tâche, c'est final. Tiens, c'est très spécial. Mais continuez-vous à en faire? Ah oui, toujours. Oui. Toujours. Entre la tapisserie et les émaux, vous Mais travaillez? la tapisserie, moi, d'abord, quand j'ai fini mes études, j'ai été obligée d'être en retrait, disons, une année. Vos études ont duré combien de temps? 4 ans. 4 ans. Et puis là, j'avais connu, c'est-à-dire une dame d'Ansereau qui était professeure en tapisserie. Elle avait étudié à Paris. Alors, comme j'aime beaucoup les fibres, bien, elle m'a offert si je voulais faire le cours. Alors, j'ai accepté. Après votre année de repos, disons. Oui, et puis là, j'ai étudié les fibres davantage. Puis, Elles vous ont conquise? Oui. Mais vous êtes une femme de contraste. Absolument. Les émaux, la brutalité du métal à travailler. Puis là, vous revoilà avec... Qu'y a-t-il dans une fibre? Vous dites les fibres naturelles, j'imagine? Oui, beaucoup, 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 beaucoup. Parce que nous avons ici à l'atelier des tapisseries faites en lin, du lin qui a été cultivé à la baie du Fer et dont la grand-mère, qui est décédée l'an dernier, je crois, avait cultivé elle-même, elle avait broyé, et puis son fils m'a offert le lin. Alors, j'ai accepté. Et puis, j'ai fait faire des tapisseries avec. Mais qu'est-ce que c'est qui vous plaît tellement dans le fait de manipuler? Mais c'est quelque chose de palpable, quelque chose qui est d'enrichissant, oui. puis de riche en même temps. Et qui demande infiniment de patience. Oui. Mais dans la vie, il faut en avoir beaucoup de patience dans n'importe quel domaine. Je commence à découvrir vos vertus, ténacité, patience. Patience, oui. Parlez-nous donc un peu de l'origine de cet art de la tapisserie haute lisse. D'abord, ça date, ça. L'origine de la tapisserie elle-même, à haute lisse, ça date du temps des Égyptiens. Bon, c'est la reine Hatshepsut qui est au temple de Karnak. Sa mère vivait avec elle. Alors, elle trouvait que sa mère s'ennuyait. C'était une femme qui était d'une habileté extraordinaire, comme tous ces gens-là. Alors, elle a fait inventer par son architecte un métier haute lisse. Qui est toujours... qui existe aujourd'hui chez les Gobelins à Paris. C'est toujours le même. Ça n'a pas changé. Ça a diminué avec les années. Il y a eu des hauts et des bas, mais au Moyen Âge, il y en avait beaucoup. Après ça, il y a eu un bas, au 18e siècle, par exemple, à peu près, là, il y en a eu un peu moins. Et puis, il y a eu un regain à la fin au début du siècle. Et vous avez l'Ursa, vous avez Don Robert, enfin, il y en a une foule de peintres qui sont devenus haulissiers. Oui, parce qu'au départ, c'est sûr que vous devez concevoir. Absolument. Votre... faut toujours en vivre, disons. Ça, c'est une chose qui est facile à un moment donné, parce qu'on s'habitue avec ça. Est-ce que c'est facile pour les autres de vivre avec nous? Ça, je ne le sais pas. Parce que vous êtes dans un monde intérieur. Absolument. Quelque chose que vous sentez qui veut voir le jour. Oui, parce que, voyez-vous, on regarde une chose, disons, on regarde quelque chose avec un groupe. Je n'ai pas la même vision que les autres. Non. Et c'est tout à fait normal. La vision de l'autre est bonne, mais la mienne aussi l'est. Bien sûr. D'abord, cet objet-là posé sur la table, je ne le vois pas sous le même angle que vous. Absolument pas, moi non plus. Alors, nous en étions à l'origine de la tapisserie de haute lisse. Oui, pour moi? Ou la tapisserie haute lisse. Haute lisse, oui. Vous avez parlé des Gobelins. Oui, à Paris. Je suis allée, après avoir étudié avec Mme Dansereau, j'ai eu l'occasion d'aller à Paris, de travailler un peu chez les Gobelins, pour voir de quelle façon ils évoluaient, eux. C'était la même chose.
Le processus était C'est le même. Oui, le même qu'à Beauvais. Alors, je suis venue ici, tout enthousiasmée, et puis j'ai continué à travailler. Mais vous avez continué à enseigner? J'ai enseigné, oui, jusqu'en 1976. J'avais les deux besognes. Ça, c'était fort un peu. Parce qu'il fallait que je partage beaucoup. Hein? Oui, oui. Mais en 1976, là, non, il y avait trop à faire parce que les expositions, depuis 1972, que je fais une exposition par année. Mais avant de parler d'exposition, là, moi, je suis... disons que je suis ignorante un peu dans comment ça se fait, comment ça se monte, comment ça se travaille une tapisserie. D'abord, là, vous êtes avec Mme Beauchemin, oui. Ça l'année dernière. D'abord, moi, je suis avant d'apprendre à tisser, oui. Il a fallu que j'apprenne à peindre. Oui, et ça vous prend un modèle. Hein? Alors, oui. je dessine. Moi, au lieu de je dessine, je fais un sketch qu'on appelle là, au crayon. Et puis après, eh bien, je travaille comme ça. Soit avec du papier de soie, je fais des montages, disons. Et puis, une fois les montages réalisés, là, disons celui-là est plus sobre de couleur que l'autre, eh bien, avec Bérengère, parce qu'il faut avoir beaucoup de dialogue entre les deux. S'il n'y a pas de dialogue entre le haut-lissière et le cartonnier, mais ça ne vaut pas la peine de travailler. Le cartonnier, c'est le terme technique. Absolument. C'est la personne Peintre cartonnier. C'est peindre, en fait, un modèle. Oh, absolument, oui. Expliquez-moi ces modèles-là. Je les trouve tellement différents. Ah, différents, mais ça dépend de mes humeurs, hein? Oui, justement. Celui-là, ben, c'est simplement, je ne me souviens pas où j'étais allée, mais je trouvais que le ciel était bleu, mais les bleus étaient changeants. Alors là, j'ai composé un peu. Et puis, mais quand je fais le carton, c'est-à-dire j'agrandis nature, eh bien là, je peux faire des changements. Ah, donc ça, c'est une ébauche oui. que vous devez... Oui. Puis après, bien là, je travaille de nouveau. Puis Bérengère et moi, bien là, d'abord, je lui donne les dimensions. Elle montre le métier hôtelisse, qui est un métier à la verticale. Et puis là, bien moi, à ce moment-là, bien moi, ça me donne, j'agrandis. Grandeur nature. Et puis là, bien, après, bien, je fais le choix des couleurs, mais toujours avec Bérengère. Ce carton que vous cachez, là, il est aux violent. couleurs tellement vives, que peut-il représenter à vos yeux? Ah, bien ça, c'est ce qu'on appelle la non-figuration. Oui, on y retrouve la nature, par exemple. Ben oui, absolument. Vous voyez les montagnes, vous voyez, je dirais, les couleurs que nous retrouverons à peu près à ce temps-ci, oui. Mais en plus fort. Ce serait un très beau sujet pour un émail sur cuivre. Ah oui, un émail, oui, ça, oui. Ça c'est pas le même genre, l'émail. Mais tout de même, je dis que c'est pas le même genre. C'est la même composition, excepté que là, je le mets d'une façon concrète avant de la réaliser. Alors, vous dites, vous agrandissez grandeur nature, et puis nous revenons à Bérengère, à Mme Beauchemin. Vous dites, ça prend beaucoup, ça prend une intuition, ça prend beaucoup de complicité. Quel travail accomplissez-vous ensemble, toutes les deux, là? Eh bien, voici. À partir de votre agrandissement nature? Oui, je l'agrandis nature. Après, bien, nous avons ce qu'on appelle l'échantillonnage de couleurs de laine. Puis, d'après le sujet, puis les couleurs, bien, nous choisissons les laines qu'il faut pour aller avec la tapisserie. Vos laines, Sœur Luce, d'où proviennent-elles? La plupart du temps, c'est en char, dans le moment, là. Mais j'en ai pris beaucoup qui venaient de la Caroline du Nord, de différents pays. Sont-ce des laines spécialement préparées pour la tapisserie? Non, pas nécessairement. Ah, pas nécessairement? Non. Alors, on peut prendre n'importe... Mais de la laine, là, la belle laine, oui. Parce que l'acrylique, là, non, c'est pas pour vous. Bien, peut-être que maintenant, on est obligé de mettre un petit peu d'acrylique à cause de la conservation de la pièce. Ah, peut-être, oui, ça parce que l'acrylique, elle ne se dément jamais, elle garde toujours sa rigidité, tandis que la laine, c'est un peu plus souple. Oui, c'est plus vivant. Oui. Alors, il faut faire attention à ça. Alors, la première étape, la peinture, l'ébauche est agrandie. Absolument, agrandie. Puis là, toutes les deux, bien, nous dialoguons beaucoup. Quel genre de dialogue, là? C'est vous qui avez conçu, c'est vous qui... Oui, c'est justement la difficulté que j'aurais, peut-être avec une autre, mais qu'avec Bérengère, je n'ai pas. Elle est artiste. Oui, là, on s'en est aperçu la semaine dernière. Alors, elle comprend tout de suite.
Je n'ai pas besoin d'expliquer longuement ce que je ne pourrais pas faire. À voir, elle saisit qu'est-ce que Elle vous saisit voulez tout de suite, tout de suite, tout de suite. Même il y a certaines choses que je peux me répéter 2 fois ou 3 fois, et puis elle saura me le dire. Ah, c'est très précieux. Mais c'est précieux, C'est ça. une critique objective. Oui. Alors, c'est ce qui fait qu'on est de connivence ensemble. Et ça va très bien. Mais ça arrive-t-il, est-ce que ça arrive parfois que c'est long à se décider avant de passer Ah oui, c'est le long. premier fil? C'est long. Des détails à revoir? Oui, et puis, je suis jamais satisfaite, moi, pleinement. Puis, il faut que, dans mon cas, moi, là, je ne crois pas qu'il faut être satisfaite non plus trop de soi. Il faut qu'il y ait toujours un petit point d'hésitation, disons, puis de recherche, encore mieux, faire mieux, vous savez, aller plus loin, pas rester stable sur un sujet. Disons par exemple que ceci, là, ce modèle-là, bien, ça, c'est les teintes qui sont là, bon, c'est ça qui va arriver. Non, ça peut changer. C'est ouvert. Puis, il faut que ça change aussi. Parce que ce qu'on met sur papier, puis lorsqu'on arrive avec de la laine, c'est tout à fait différent. Ah oui, il y a la différence de... Bien oui, c'est pas la même chose relief du tout. Non. Alors, la lumière arrive beaucoup mieux sur une laine qui est en relief que sur un papier. Là, je commence à comprendre un peu de loin le motif de vos discussions prolongées, de vos échanges, Oui. de vos recherches. Là. Ça prend beaucoup de dialogue. Oui. Je crois que c'est ça la vie. Oui, ça ne doit pas se limiter à l'art, probablement. Non, En fait, la vie, si on peut dire que c'est une œuvre d'art qu'on est appelé à réaliser. Absolument, oui. Tout être humain. Oui. Et puis je vous retrouve, là, vous me dites, moi je cherche toujours plus, je cherche toujours mieux. Vous venez de me dire, je ne suis jamais contente. Oui. Je suis rarement satisfaite pleinement. Je me dis, oh, j'aurais dû ajouter telle chose. Oui. Et c'est bien, parce que le prochain carton que je vais faire, il sera probablement mieux. Ça se peut aussi s'appeler l'expérience, Oui. je pense. Mais dans votre vie personnelle, Sœur Luce, C'est la même chose. est-ce que vous éprouvez cette insatisfaction, là, ce besoin? Oui, de toujours mieux, de toujours avoir mieux, c'est-à-dire avoir mieux, être mieux. Être, plus. c'est une différence. Oui. Être plus. Théard de Chardin, un de vos auteurs préférés. Oui. Alors, je l'ai étudié beaucoup, Théâtre de Chardin, je l'ai aimé beaucoup, beaucoup, beaucoup. De même que Citadelle de Saint-Exupéry. D'abord, j'ai connu son confrère, M. Lemoine, et puis il m'a apporté énormément sur le plan, d'abord pour les coques, parce que je fais une collection de coques, Haute-Lys. Monsieur Lemoine était votre professeur. Un professeur à l'école. Et puis un jour, il avait demandé de faire un travail sur le coq de Saint-Pierre. Alors, j'étais pas mal embêtée parce que franchement... Le coq de Saint-Pierre, c'est vague, c'est loin, puis c'est un coq. Est-ce qu'il vous avait cerné le sujet? Absolument, oui. Et puis, il nous avait parlé du coq, de l'importance que le coq avait eue à ce moment-là, puisque le Christ s'en était servi comme exemple. Alors, moi, ça m'aurait frappé, ça, beaucoup. Et puis, à l'École des arts appliqués, il y avait une très belle collection de coqs du Québec. Ah, parce qu'il y a une collection au Québec. Ah oui, absolument, oui. Des coqs... Oui, le père Corbeil en a fait une très belle vue à son musée. Alors là, j'ai commencé à faire de la recherche avec l'aide de M. Lemoine, et puis sur le coq de Saint-Pierre. Et comment ça s'effectue, cette recherche? Dans les bibliothèques. Puis il en est question... Absolument, oui. J'ai trouvé la documentation à la Bibliothèque nationale de Montréal sur le coq de Saint-Pierre, qui se trouve à Autun, le retable de l'hôtel. Alors là, j'ai soutiré, j'ai dessiné le coq, et puis j'en ai fait mon coq à moi. C'est-à-dire que vous l'avez transformé? Absolument, un peu, oui. Ah, bon. Mais tout de même, en gardant le caractère. Oui. Et puis, j'ai fait un travail par écrit de quelques pages, et j'ai présenté en émail le coq de Saint-Pierre. En émail. Et c'est là que ça a débuté. Et c'est là. Je n'aurais jamais pensé que cet animal pouvait susciter un travail artistique. Mais oui. Puis, si vous regardez aujourd'hui, même aujourd'hui, sur certaines églises, il y en a partout. Il y en a partout des coqs. Oui, oui, c'était symbolique. Oui, mais c'est le Christ qui
qui a débuté, pour ainsi dire, dans l'histoire. Et même si je retourne chez les Égyptiens, la reine Hatshepsut ne voulait jamais se faire éveiller par un serviteur. C'était toujours son coq qui était dans un appartement pas tellement loin d'elle. Lorsque le soleil se levait, le coq chantait. Donc, elle se levait. Elle devait s'éveiller très tôt. Très tôt, oui. Alors, vous avez continué à faire cette recherche-là. Vous en faites en tapisserie, vous en faites en émail. Oui. Vous en avez peint aussi. Oui, vous avez un album, vous m'avez montré, je ne sais pas combien vous en avez. Je ne peux pas les compter. Vous ne les avez pas comptés? Non. Vous me disiez au Japon spécialement. Au Japon, ça a été bien apprécié au Japon lorsque je suis allée, oui. Et j'ai tout vendu. C'est tout resté au Japon. Ah, parce que vous les aviez fait sur tapisserie? Tapisserie, oui. Puis quelques-unes, je me souviens, en émail, je n'en ai pas apporté au Japon, je ne crois pas, mais en tapisserie. Et savez-vous que la tapisserie, ça nous mène très loin? On était avec Mme Bérangère à passer le premier fil. Oui. Là, vous vous êtes mis d'accord sur le motif, et puis elle s'installe. Ah, c'est intéressant. Puis, actuellement, elle fait Goethe et Beethoven. Goethe et Beethoven, ils sont devenus dans leur pas vieillesse, mais disons après l'âge de 40 ans, deux grands amis. Puis ils s'écrivaient fréquemment. Et au lieu de signer Beethoven ou bien Goethe, bien, ils dessinaient toujours le même coq. Alors, lorsque j'ai lu cette histoire-là, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Alors là, j'ai fait le coq à ma façon. Puis j'ai intitulé la tapisserie Goethe et Beethoven. C'est très beau. En plus, ça nous donne une notion de la petite histoire de ces deux grands personnages. Deux grands personnages, oui. Mais ça se peut qu'ils étaient faits pour se comprendre. Oui, mais c'était deux êtres tout à fait différents. Différents, mais passionnés tous les deux. Oh mon Dieu, passionnés pour la musique, puis l'autre pour la littérature. Et puis, pourquoi peut-on choisir cet animal-là comme signature? Bien, c'est chantant, un coq. Puis c'est fidèle. Oui. C'est fidèle. Au lever du soleil. Au lever du soleil, il chante. Et si vous regardez, quand je suis allée au Cap de Madeleine, il y a quelques... J'y vais souvent, là. Et puis, il y a un coq, ce qu'on appelle le coq girouette. Et lorsque le vent change, vous n'avez qu'à regarder le coq, puis il vous dit où est le vent, d'où vient le vent. Sœur Luce, vous n'aurez jamais assez d'une vie pour tout voir, pour tout entendre? Peut-être. Mais j'espère que ça va continuer plus haut. Oui, d'une autre façon, oui, probablement. Absolument. Plus belle encore. Alors, on continue. Madame Bérangère, Madame Beauchemin travaille cette tapisserie. Absolument, oui. Vous en faites de quelle dimension? Oh, on en a fait déjà de très grandes. Le métier a 14 pieds de large par 30 pieds de hauteur, peut-être. Un travail d'une patience inouïe. Oui. Pour Bérangère, c'est dur. Et elle travaille avec vous depuis de nombreuses années. Depuis toujours. Depuis qu'elle est ici, nous sommes ensemble. Oui. De vieilles amies réunies par l'art. Oui. Alors, on continue. C'est sûr que vous avez commencé à faire des tapisseries. Puis, est-ce que c'est ça que vous faites de la peinture aussi? Hein? Non, très peu. Très peu. Non, simplement, vous préparez vos motifs. Oui, puis je fais des émaux. Et vos émaux qui vous... Alors, c'est une façon de peindre. Oui, oui. Peindre avec le feu. Technique très différente. Mais si je vous demandais, entre la céramique et la tapisserie, travaillez-vous ça en même temps, là? Est-ce que vous passez d'une à l'autre? Oui. Vous n'avez pas votre période tapisserie et puis votre période céramique? Non, tout dépend des besoins. Et la tapisserie, vous avez exposé beaucoup? Oh, madame. Peut-être de tout? Oui. J'ai commencé en 72 à exposer à New York. Et puis à la Galerie internationale. Ça m'a surprise. Comment ça s'est passé? Vous travaillez ici chez les Sœurs, dans votre maison? Puis j'ai l'atelier. Toute calme? Oui, puis à un moment donné, je suis demandée par M. Califano. Je ne savais pas qui était M. Mais vous Califano. deviez être connue un peu à la ronde, là, j'imagine? Pas tellement, madame. Mais il s'est passé quelque chose, là? Bien, cet homme-là est arrivé ici. Il est le propriétaire de la Galerie internationale de New York. Alors, il se présente, puis il était très gentil. Il a examiné tout, il a bien aimé. Ah, puis il y en a une qui s'appelait Paysanne.
Et ça, je l'aime beaucoup. Paysanne? La paysanne. Ah. C'était le titre de la tapisserie. Et qui représentait, j'imagine, une femme... Non, pas du tout. C'était des fleurs à la paysanne. Pourquoi des fleurs pas? sauvages. Oui. Alors, il me dit, pour quelle raison vous devriez venir à New York? Il dit, dans un mois, il y a une exposition internationale. Oh, comment? Il dit, je prends 10 pays, puis j'en ai 9. Pourquoi? Pour quelle raison vous ne viendriez pas pour compléter? Oh, sœur Luce, comment on réagit, là? Intérieurement, très mal. Oui, j'imagine la surprise. Oui, la surprise, la puis peur. l'incertitude. Oui, oui. Alors, j'ai accepté. Puis vos supérieurs, pas de problème? Non, j'en ai discuté avec le supérieur, puis ça allait très bien. Je suis allée à New York voir. Et puis, j'ai signé le contrat. Je suis revenue ici, puis un peu plus tard, quand c'était le temps, je suis retournée avec la tapisserie. Et puis, je suis arrivée en deuxième. C'est un début fracassant. Oui. Pour moi, oui, qui débutait, là, oui, j'ai trouvé ça un peu fort. Mais tout de même, j'étais très contente. Et puis, l'année suivante, j'ai participé de nouveau. Et là, je suis arrivée la première. J'ai toujours conservé. La deuxième... ressemblait à quoi, la deuxième tapisserie? C'est de la non-figuration, mais qui a des fenêtres à travers. Disons qu'il y a des deux. Il y a de la figuration puis de la non-figuration. Et puis, lorsque je suis arrivée à la galerie ce soir pour l'exposition, c'était marqué Canada. La tapisserie était là. Vous étiez heureuse? Heureuse, puis très émue. Mais cette tapisserie, l'avez-vous conçue en vue de l'exposition? Absolument pas. Vous l'aviez auparavant? Mais dans quel... Oh, moi, une tapisserie qui remporte un premier prix sur 10 pays, vous dites? Oui. Il doit y avoir quelque chose là-dedans. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Beaucoup. Mais je ne peux pas la vendre. Non, je ne parle pas en question argent. Non. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, pour vos sentiments? Oh. Comment l'idée vous Bien, je dirais que, voyez-vous, c'était la deuxième année, ça, que j'exposais. Donc, c'était pour moi comme un cheminement qui s'ouvrait. C'était comme un chemin que je devais parcourir. Et j'en ai fait tous les ans, des fois 2 fois par année, des expositions. Toujours avec le même enthousiasme. Depuis 72? Oh, absolument, oui. Une religieuse fait des expositions toutes les années. Comment vivez-vous là, pendant ces périodes-là? Vous partez sur place? Oui. Ça dure 15 jours habituellement. Pardon? Ça dure 15 jours habituellement, une exposition. Et puis vous êtes là présente à la galerie? La plupart du temps, oui. Mais vous devez faire des rencontres intéressantes? Oui, ça, sur le plan relation, c'est extraordinaire. Tous les gens qu'on peut connaître et puis qu'on peut apprécier aussi. Puis j'ai eu la chance aussi d'avoir Mme Françoise Godet-Smith avec moi. Françoise m'a Comme exposante? Non, comme aide, disons. Elle m'a épaulé beaucoup, Françoise. Quelle femme était Françoise Godet-Smith pour vous, là? Oh, c'était ma seconde mère. C'est une femme qui m'a marqué beaucoup, 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 beaucoup. C'est une femme qui était remplie de beauté. Malgré les grandes difficultés qu'elle a eues à traverser, elle est restée elle-même jusqu'à la fin. Alors, c'était pour moi un exemple. Puis c'était la force, sa lutte quotidienne. Elle a toujours été... Elle avait son franc-parler, mais elle était sincère. Oui, comme on l'a connue, c'est une femme qui paraissait tout d'une pièce. Ah oui, mon Dieu, oui, Françoise était tout d'une pièce. Mais elle était très humaine. Elle habitait ici dans... Elle habitait à Saint-Sylvestre, pas tellement loin. Alors, vous aviez l'occasion de vous rencontrer? On se rejoignait toutes les semaines. Puis j'allais la voir de temps à autre, puis elle venait. Des amies précieuses. Oui. Et puis, c'est une femme qui m'a apporté beaucoup, parce qu'une femme quand elle avait 79 ans, elle a décidé d'aller au Japon, donner une conférence sur la femme à Tokyo. C'est merveilleux, mais... Alors, il faut le faire, hein? Oui, à cet âge. Elle était malade à ce moment-là, un peu, Françoise. Alors, je me disais, moi, lorsqu'il arrivait une difficulté, et puis, parce qu'on en rencontre toujours dans nos vies, eh bien, je me disais, je ne suis pas capable de traverser ça. Quand je voyais Françoise agir comme elle agissait, elle était avec son agenda. Si elle a travaillé pour ces agendas-là, elle en a eu un toute sa vie. Elle avait son musée à Godetbourg. Alors, vous savez, elle m'a donné, elle m'a encouragée.
Mais je vois beaucoup de parenté, de caractère entre elle et vous. Peut-être, oui. Vous êtes actives toutes les deux, elle était active, tout au moins, vous l'êtes encore. Ah oui, oh mon Dieu, oui. Et puis ces expositions depuis 72, Sœur Luce, j'aimerais que vous nous en parliez. Elles n'ont pas eu toutes lieu aux États-Unis? Oh non, j'en ai eu en Europe, j'en ai eu au Québec, j'en ai eu presque dans plusieurs villes. Montréal particulièrement. Je suis allée à Québec. J'ai participé à une exposition de groupe à Toronto aussi, dans l'Ouest canadien. Et vous rencontrez des personnes au Japon? Ah, là, du Japon. Ça a été extraordinaire, cette exposition-là, parce que je me trouvais très limitée, disons, lorsqu'on arrive dans un pays aussi étranger. D'ailleurs, la culture est très grande, là-bas, très vaste. Mais quand vous arrivez, vous devez être complètement déboussolé, dépaysé, tout ce qu'on veut. Oui. Mais voyagez-vous seul pour ces choses? Pour revenir du voyage du Japon, je suis revenue seule, oui. Mais vous n'étiez pas arrivée seule là-bas? Non, parce que d'ailleurs, j'avais une amie qui m'attendait là-bas parce qu'elle avait préparé le musée pour l'exposition. Alors, comment ça se passe, là? Vous arrivez, vous descendez à l'hôtel avec votre amie? Oui. Je voudrais vous suivre un peu dans une exposition, surtout au Japon. C'est un peuple tellement différent de nous. Puis il a dû vous faire des impressions que j'aimerais vraiment connaître. Quand on y arrive... Il m'est arrivé bien des aventures, mais tout de même, il fallait que ça arrive. Lorsque je suis arrivée à Narita, j'ai été grandement surprise parce que j'avais envoyé mes tapisseries, les émaux. Tout était parti quelques mois avant moi. Et Sœur Kitamura, qui recevait mes choses, a tout ouvert, parce que j'avais dit ouvrez au cas où en bateau, parce que c'est par bateau que j'envoyais ça. Il y a eu quelque chose, hein. C'est ce qu'elle a fait. Et puis, elle a choisi avec le comité, il y avait un comité de 7 messieurs qui étaient dans les hommes d'affaires, parce qu'au Japon, c'est la norme, ça. Alors, ils ont choisi une de mes tapisseries pour faire un poster. Mais un poster qui avait 10 pieds de hauteur. C'est beaucoup. Alors, j'étais dans l'escaladeur, je partais de l'avion, je prends l'escaladeur pour aller à la douane. Tout à coup, qu'est-ce que je vois? Ma tapisserie. Ah non! Devant vous, là. Ah, j'ai perdu toute contenance, là. Oui, ça doit. J'ai dit, est-ce que ça se peut que ça soit moi ici? Là, vous tombiez vraiment devant le fait accompli. Oui. Là, ça m'a... L'impression que ça m'a fait, je pense, je ne voudrais pas le revivre. C'est pénible, autant que joyeux, disons. Et puis, je vois dans un pays si cultivé, des gens raffinés, là, et puis qui ont pris le temps, la peine de prendre une de mes tapisseries, la photographier, puis d'organiser, faire un poster. Alors là, j'ai trouvé ça un petit peu difficile à vivre. Un choc trop grand, peut-être. Oui, j'avais hâte de passer aux douanes puis de rencontrer Kitamura. Oui, rien ne vous préparait à ce face-à-face. Absolument pas, c'était tout à fait inattendu. Oui. Hein? Et puis, après, bien là, on s'est en allé chez nos sœurs, à Urawa. Ah là, c'était moins de dépaysement, c'était des sœurs japonaises. Bien, c'est bien dépaysant parce que c'est pas du tout notre mentalité. Hein? Une communauté japonaise. Oui. Une grosse différence de mentalité. Oui, on couche les tatamis, puis ça y a ça. La nourriture est tout à fait différente. Mais je me suis adaptée à ça. Je me suis dit, j'ai la chance de faire ce voyage-là, eh bien, je vais en profiter. J'en ai profité au maximum. Mais dans le caractère des Japonais, des Japonaises, c'est difficile. De vos sœurs, des laïcs, de tout le monde, qu'est-ce que vous avez perçu? Vous m'avez dit tantôt, c'est un peuple qui a beaucoup de culture. Beaucoup de culture. Elle se traduit comment? Je sais, là, il y a la politesse. Hein? Une très grande politesse. Et puis, beaucoup de dons de fleurs. De dons de fleurs? Moi, j'ai jamais vu... Entre dans la vie normale? Dans la vie normale, puis surtout le soir du vernissage, je n'étais pas moi-même. Non, là, je comprends. Non, je n'étais pas moi-même devant d'abord le faste de la grande salle où nous sommes entrés. Oh,
il me semblait que j'étais petite, vous savez. J'ai trouvé ça extraordinairement beau, mais je me disais, c'est moi qui en somme, j'étais pas le directeur, j'exposais mes choses, ils viennent pour voir ce que j'ai fait. Oui. Ça m'a ému beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et dans le caractère nippon, quelle différence peut-il y avoir avec nous, les Québécois, nous, les Occidentaux? Bien, nous autres, ici, au Québec, on a souvent notre franc-parler. Hein? Oui, des fois un peu trop. Un peu trop. Tandis que là-bas, on ne le sait pas. On le voit on le constate, c'est-à-dire par les agissements de ces gens-là. C'est-à-dire, on parle moins là-bas? On parle presque pas. On parle presque pas. J'avais mon dictionnaire, anglais, français, et puis j'avais une traductrice à côté de moi. Et j'ai été obligée de parler à tout ce monde-là. Ils étaient tout près de 1500 personnes. C'est beaucoup, ça, pour un vernissage. Oui, c'est énorme. Je me trouvais bien petite. Mais j'ai vécu ça, mais ça m'a marqué. En positif? Oui. Puis, un petit peu de crainte après. Mais la religieuse en vous, là, est-ce qu'elle se disait, peut-être je vais développer de l'orgueil? Là, j'extrapole, là, j'essaie de me mettre à votre place. Non, je comprends, c'est très bien la question. Non, savez-vous que je me suis sentie devant tant de cultures, de gens qui appréciaient, en somme, ce que j'avais à leur montrer, ce qu'il y avait sur les murs. J'ai trouvé une très grande sympathie. Au tout début, je me suis dit, est-ce que ces gens-là le font par sympathie ou bien par politesse? Bien, ils étaient là volontairement. Ben oui, mais je savais pas. Je me posais des points d'interrogation. Oui, ça... Et puis, après avoir parlé en français, j'ai traduit en japonais. Et là, ça a été la fête. La fête à la japonaise. Là. Ça, c'est quelque chose à vivre. Mais durant le vernissage, je pense que j'ai vendu tout près de la moitié de ce que j'avais exposé. Alors, la plus de questions, c'était pas par politesse, là? Non. Non, c'est vraiment parce que... Ils arrivaient, puis ils me demandaient en japonais, il y avait Kitamura qui traduisait. Et puis, je vais avoir telle chose, telle chose, telle chose. Alors, là, je me suis dégagée de moi-même, disons. Oui, vous avez respiré. Là. Oui, puis là, j'ai commencé à vivre. Mais c'était des heures pénibles au début. J'imagine aisément le choc, l'émotion. Est-ce que vous êtes retourné depuis au Japon? Non, pas encore. Mais vous avez dû garder des contacts. Ah ben oui, ce matin, je recevais une lettre du Japon encore. Là. Puis, il y a une dame qui continue à travailler pour moi au Japon. Alors, vous continuez vos projets d'exposition? Oui, certainement. Vous en faites ici dans la région? Oui. On peut peut-être se rapprocher un peu? Là? Oui, d'ailleurs, la prochaine aura lieu ici probablement. Ici, à l'atelier même. À l'atelier même. Les gens apprécient beaucoup parce qu'ils voient dans quel contexte, le contexte que nous travaillons. Et puis, ils se créent des liens. Et c'est plus facile à vivre une exposition chez soi qu'à l'étranger. Oui, c'est évident. Là, on vous voit dans votre milieu. Vous pouvez expliquer avec les choses concrètes. Et vous avez beaucoup de visiteurs comme ça pendant... Oui, mais c'est limité maintenant. Plus qu'autrefois, parce qu'il faut vivre. Lorsqu'on travaille 10 mois durant, là, puis nous recevons des gens, eh bien, on a besoin un peu de repos. D'ailleurs, il faut avoir un certain recul pour composer aussi. Oui, c'est sûr que vous ne faites pas ça sur commande. Mais oui, vous acceptez des commandes. Oui. Mais j'imagine que la personne qui vous commande une œuvre ne va pas vous dire « je veux, je veux, je veux, je veux ». Quelquefois, oui, mais il faut vous devez composer, user beaucoup de diplomatie à ce moment-là. Parce que c'est certain qu'ils arrivent avec un sujet, mais ils ne voient pas les difficultés qu'on pourrait avoir, qu'on aura, nous autres, en cours d'exécution. Non. Alors, il faut s'organiser pour leur faire comprendre. Puis, c'est très rare. On n'a pas eu de difficulté à date. Parce que vous, j'imagine, vous voyez peut-être la chose qui peut être inesthétique, vous la voyez à l'avance? Absolument, il faut la voir à l'avance. Alors que... Faut lorsque je présente un carton, il faut que dans mon intérieur, là, moi, je le vois fait. Il
faut en somme que vous l'adoptiez. Absolument. Ça devient mon Sinon, enfant. Vous n'avez jamais la travaillé de reculons. Oui, Ça doit être dur c'est très dur. pour une personne comme vous. Bien, oui, c'est dur. Artiste, puis c'est comme si on On démolissait un peu quelque Oui. chose. Hein? Oui. Mais je passe à travers. Mais vous C'est avez difficile, par exemple, mais tout Oui. de même, on arrive à ça. la lutteuse toujours. Oui, Mais vous êtes poète aussi. peut-être. Peut-être. J'ai vu quelques dessins comme Écoutez le chant d'un oiseau et vous serez heureux. J'ai vu vos dessins d'oiseaux. J'ai vu. Ah oui. Je lis beaucoup. Vous lisez beaucoup. Beaucoup, oui. Quel genre de lecture? Ah bien, d'abord, j'ai lu tout le théâtre de Chapelain. Il m'a apporté beaucoup. Saint-Exupéry. Les deux sont très différents. Hein? Absolument. Et puis même, à ce moment-là, je lis Brel. Ah, là, nous retombons dans la poésie, dans l'humain. Brel est un nom extraordinaire. Et puis Christian Bobin. J'aime beaucoup Christian Bobin. Voulez-vous m'en dire deux mots? Je l'ignore complètement. Vraiment? Oui. C'est un poète français et qui, son dernier livre, c'est Le Très-Bas. C'est la vie de la mère de Saint François d'Assise. C'est historique. Oui. Mais de la façon qu'il voit cette femme, c'est tellement humain, c'est tellement vrai, c'est tellement la vie que, vous savez, il nous fait comprendre une foule de choses. C'est à travers ces écrivains-là, puis d'ailleurs la vie, Oui. puis avec Bérengère. Alors, c'est ça complet. J'imagine que Mme Beauchemin aussi aime la lecture. Absolument. Comme je l'ai perçu. Et puis vous devez là aussi avoir des échanges. Oui. Nous échangeons beaucoup. Des échanges sur tous les points. Oui, dans tous les domaines. Alors, de quoi nous reste-t-il à parler? Votre peinture, là, on a parlé des émaux, on a parlé des expositions. On pourrait parler un peu de votre vie en communauté, sœur Oui, Luce? elle est bien. Je la vis d'une façon très simple. Vous êtes combien de religieuses ici? Oh, dans les 200. Ah, ici à la maison, nous On sommes... sommes nombreux, mais il y a plusieurs pavillons. Hein? Oui, mais tout de même, à un moment Oui. donné, vous devez vous retrouver. Oui, mais nous sommes en groupe, Oui. un groupe communautaire. Et puis, ça va très bien. Je suis contente de retrouver mes consoeurs le soir pour causer, puis discuter avec elles. Mais il reste que j'ai besoin de temps libre pour composer. Oui, c'est sûr, ça vous prend. Entre le travail et la vie communautaire, vous avez des exercices communautaires, Absolument. j'imagine. Oui. Les offices, les récitez-vous en Absolument, oui. commun toujours? Ah, oui. Mais les psaumes, dites-moi, Les psaumes, ça me dit beaucoup. c'est l'humain, hein? Ne sont-ce pas les plus belles des poésies, je pense, qu'on oui, ait le jamais psaume écrites? 27, là, pour moi. C'est un psaume que je médite depuis que je suis religieuse. Que dit-il, ce psaume? Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Puis vous y croyez vraiment? Oui, je crois. Alors, vous êtes heureuse, vous continuez à absolument. vivre en communauté. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficultés. Il y en a partout. Il y en a partout des difficultés. Mais c'est avec ça qu'on vit, qu'on bâtit. Puis accepter peut-être les autres. Oui. D'ailleurs, il faut qu'elle m'accepte, moi aussi. Oui, oui, vous êtes légèrement différente. Hein? Oui, je croirais. Oui, chacun ses charismes. Absolument. Vous en avez un qui demande... Mais il reste que je trouve la vie pleine puis belle. Et puis les changements dans l'Église, ça ne vous effraie pas? Bien, oui, quelquefois, c'est dur à accepter. Mais je me dis, il y a toujours un lendemain meilleur. Et là encore, on retrouve le psaume 27, « Le Seigneur est mon berger ». Je ne manque de rien. Alors, sœur Luce, je voudrais vous demander le mot de la fin. Là. Vous êtes lutteuse, vous avez rencontré des difficultés comme tout le monde, vous en rencontrez encore. Oui. Les années s'accumulent, on devient plus fragile peut-être. Bien, je ne sais pas. Je ne crois pas. Vous ne pensez pas? Non. Alors pour J'aime vous, lutter encore. alors pour vous, là, les difficultés, c'est un tremplin C'est un tremplin, pour oui. aller toujours plus haut.
Alors, je vous remercie infiniment. Ça m'a fait plaisir, madame. Et puis, c'est quand votre exposition projetée? L'an prochain. L'an prochain. Puis ça va être annoncé. Ah oui. D'ailleurs, vous recevrez un carton d'invitation. Bon. D'ailleurs, j'aurai l'occasion de vous revoir probablement. Oui, sûrement. Moi aussi, j'ai de la fidélité dans certains liens. Alors, ça va être annoncé dans toute la région. Oui, je vous en ferai part. Oui, et puis dans les journaux, j'imagine. Oui. Pour la population. Oui. Alors, il me reste à vous souhaiter de continuer. Merci. De continuer de semer la beauté puis l'harmonie autour de vous. Avec Madame Beauchemin, bien entendu, oui. Vous êtes les deux doigts de la main, on ne peut Absolument. pas vous oublier. Là. On ne peut pas défaire. Non, et puis aussi vous êtes une preuve, là, pour moi tout au moins, qu'on peut être croyant, être religieuse et être heureuse. Oui, d'ailleurs, Bérengère m'apporte beaucoup sur le plan religieux aussi. Oui, c'est un échange entre vous deux. Oui. Alors, je vous remercie, Sœur Luce. Ça m'a fait plaisir, très madame. Intéressant. Et puis, je suis certaine que tous ceux qui vont écouter vont jeter un œil plus attentif sur la tapisserie, comme moi, je vais le faire dorénavant. Et puis, on va se dire aussi, le Seigneur est mon berger. On ne va pas oublier ce psaume que vous nous avez cité, que j'aime beaucoup. Que vous aimez beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Je vous remercie. Au revoir. Alors, je vous remercie d'avoir été avec nous. Je suis certaine que vous aimerez cette rencontre avec Sœur Luce. À bientôt.